C'est relou ce truc-là. Bon, on va le cacher. On va le mettre là. C'est bon, plus personne ne le voit là. Il est où? C'est bon, il a disparu. Merci, désolé pour ce petit souci technique, voilà, c'est indépendant de ma volonté. Alors on va passer un petit peu, on va mettre un peu les mains dans le moteur, comme j'aime dire, sur Gitpod, un petit peu, vraiment sur le sujet du soir. Déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Olivier Bautier, on me trouve un peu partout sur les réseaux sociaux, sur des repos divers et variés sous le doux pseudonyme de Rack le Poulpe. Ça, je ne vous raconterai pas pourquoi, c'est une longue histoire. Donc, vous l'avez vu, je travaille chez OVH Cloud. Je fais des activités autour du DevRel. J'aime l'infra, j'aime le code, j'aime bien les trucs maintenant en plus de l'infra as code, c'est pas mal. Et j'aime bien avoir les droits route sur ma machine. Et chacun ses défauts. Mais en tout cas, moi, c'est un truc que j'affectionne. Petit sondage là parmi vous, au quotidien, quand vous travaillez, combien d'entre vous ont les droits route, tous les droits sur leur machine? Bonne proportion. Et qui ne l'a pas? Voilà, les vrais sages. Les vrais sages. La vraie question, c'est qui a les droits route sur la prod? Ou sur la prod, mais ça après. Mais déjà, ouais, il y en a qui ont des droits route sur la prod et pas sur leur machine. J'ai des droits d'administrateur, mais je ne peux pas tout faire. Voilà. Bon, voilà, c'était juste pour dire un peu d'où je viens. Moi, j'ai toujours aimé naviguer dans les. Pour la petite histoire, j'aimais bien, moi, j'ai quitté Arkea, j'ai fait 17 ans au Crédit Mutuel Arkea, où j'avais les droits route sur ma machine et je me battais au quotidien contre un proxy HTTP. Mais c'est le mal. Combien d'entre vous ont déjà en environnement avec un proxy HTTP, mais genre même pas HTTPS, HTTP avec user password? Solidarité. Vraiment, un gros soutien émotionnel. Donc, du coup, quand je suis arrivé chez OVH, on m'a donné mon poste et dit génial. C'était vraiment une question lors de l'entretien. J'ai dit, mais moi, est-ce qu'il y a un proxy HTTP? On m'a dit non. J'ai dit génial, je signe. Enfin, en tout cas, c'était très fort dans la balance. Donc, je reçois mon poste et je commence à vouloir installer mes petits packages, Docker, tout ça. Et puis, je n'avais pas les droits route sur ma machine. Grand moment de solitude, râlage, tout ça, remise en question de ma vie, de plein de choses. Et là, c'est par ricochet, Horatio m'a parlé effectivement d'un environnement. Bien, ton environnement de développement, tu peux le faire ailleurs, Gitpod, etc. etc. Donc, c'est un petit peu comme ça que j'y suis arrivé. Donc, globalement, Gitpod, vite fait, parce qu'on l'a déjà bien brossé juste avant. Donc, c'est un CDE, donc un Cloud Development Environment. Si vous voulez, là, il y a le RTFM. Lisez la doc, elle est très fournie, elle est très verbeuse, elle est vraiment très bien faite. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Moi, pourquoi je suis là? Ce que je voulais vous montrer un petit peu, c'est comment moi je l'utilise au quotidien, Gitpod, en fait. Parce que je ne vais pas vous montrer mon quotidien, ça serait un peu. Bon, bref, je ne suis pas là pour ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je l'utilise. Moi, globalement, ce que je fais, là, quand je clique sur le lien, pof, 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 j'arrive sur mon repo. Ça peut être GitHub, Bitbucket ou GitLab, peu importe. Et j'ai mon petit environnement qui est prêt. Je vais vous montrer un petit peu les différents moyens de tout à l'heure. Là, je clique ici sur Gitpod. Clique. Je fais les bruitages en même temps pour meubler parce qu'il y a une petite. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, on est en train de préparer un environnement de travail. Donc, c'est un workspace. Un workspace, c'est un conteneur Docker qui est en train de s'initialiser quelque part dans un environnement et qui me sera rendu accessible via un navigateur web. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et une fois que ce navigateur web sera disponible avec mon environnement dedans, le repo Git, en fait, tous les fichiers du repo Git seront tirés à l'intérieur et je vais avoir accès à ces fichiers-là avec un prompt et je pourrai faire ce que je veux comme si j'étais connecté sur cette machine-là. Je meuble énormément et normalement, avec une parfaite connaissance des délais de déploiement, on arrive au prompt. C'est maîtrisé. Donc là, effectivement, j'arrive, j'ai rien fait, j'ai ouvert un navigateur, j'aurais pu l'ouvrir avec n'importe quel poste sur ma tablette, sur mon téléphone, sur n'importe quel poste qui vous appartient. Là, à partir de là, je peux commencer à taper des petites commandes. Alors moi, mon environnement de dev, on a vu tout à l'heure, ça peut être du développement web, ça peut être du développement X, Y, du back, n'importe quel langage. Moi, mon environnement de développement, c'est de l'infra as code, c'est de l'infra qui est derrière. Donc moi, j'aime bien OpenStack. Ça a été décrié un petit peu de manière très injuste. Donc là, finalement, là, je peux faire OpenStack Network List, par exemple. Une commande toute bête. Sur quoi, sur comment, sur quel environnement je suis. Je peux zoomer un petit peu. Oui, oui. Je suis le premier à le dire. Et... Hop. Voilà.
Donc là, en fait, sur quel environnement, je ne sais pas, mais là, j'ai ouvert mon navigateur, je commence à taper des commandes et je suis connecté à quelque chose. Pour aller un petit peu plus loin, ce que j'ai ouvert, c'est un repository, c'est le repository en fait qu'on a chez nous, OVH, avec des exemples Terraform pour me déployer des composants sur le public cloud. Donc, je suis là-dedans et j'ai plein d'exemples qui sont tout faits. Donc, partons du principe que j'ai peut-être un Terraform d'installer. J'ai potentiellement des choses qui sont connectées. Je pourrais faire à ce moment-là, toujours, là, c'est la 3e commande que je tape, un Terraform init. C'est vraiment ce que je fais des fois le matin. Donc là, il lit des trucs, machin, hop, et un petit Terraform apply avec un fichier qui, on va le retrouver dans le repo, fichier de variable. Il va lire des trucs. Je dis oui parce que j'ai une totale confiance dans ce que j'ai fait. Et boum, c'est parti. 3 commandes. Et là, je suis en train de déployer globalement du composant, de l'infra, du réseau, de l'instance. Je suis en train de déployer de la floating IP, tout ça, à partir de mon navigateur directement, sans avoir rentré un seul identifiant de connexion, sans avoir rentré ne serait-ce qu'un token ou quoi que ce soit. Et ça, je peux le faire de chez moi, du PC sur lequel je joue, du PC sur lequel je bosse, avec et sans droit route. Et ça, c'est cool. Ça, c'était pour le petit effet waouh. Waouh. Merci. Touc. Pendant que ça déploie, en gros, comment ça se passe? Donc là, on va montrer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Ce n'est pas de la magie quand même. Ça y ressemble, mais ce n'est pas de la magie. En fait, globalement, on a plusieurs solutions. N'importe quel workspace, n'importe quel, par exemple, repo Git va pouvoir fonctionner de la sorte. Vous me donnez n'importe quel repo, que ce soit sur GitHub, GitLab ou Bitbucket, le mode de fonctionnement va être identique. Ce qu'on va faire, potentiellement, si vous voulez aujourd'hui créer un workspace, vous allez sur le site gitpod.io. Vous pouvez aller sur Workspace et vous pouvez cliquer tout simplement Nouveau Workspace. Et là, à partir de ce moment-là, Gitpod.io, vous allez être authentifié via un des 3 comptes, justement, GitHub, Bitbucket ou GitLab. À partir de là, vous allez avoir une liste de repositories auxquels vous avez accès. Vous allez les retrouver dans cette liste-là. Vous pouvez choisir un des repos. Vous pouvez choisir le type éditeur. Et vous voyez que Gitpod, en fait, va un peu plus loin que le VS Code Server. Toutes les fonctionnalités ne vont pas être présentes dans tous les IDE, mais on va quand même en retrouver quelques-unes. Donc, par défaut, ça va être le VS Code Server. Et vous pouvez choisir à ce moment-là, quand on parlait un petit peu des tarifs, combien ça coûte. Globalement, ça va être indexé. Avant, c'était au nombre d'heures, peu importe l'instance sur laquelle vous allez être déployé, que ce soit une 4 corps ou une 8 corps. Là, ça a changé récemment, mais globalement, il va y avoir des crédits. Si vous prenez l'instance minimale, c'est-à-dire qui est quand même 4 corps, 8 Go de RAM et 30 Go de stockage, ça fait déjà quand même un truc assez sympa. Si vous utilisez uniquement celle-là, vous allez avoir globalement 50 heures gratuites d'utilisation. Si vous passez, donc vous aurez 25 heures si vous prenez sur l'autre modèle. Donc là, à partir de là, vous choisissez votre repository et hop, vous créez un nouveau workspace et vous arrivez exactement au même endroit. Oui, c'est ça, tac. Bon, voilà, comme il me dit que c'est la même chose, il me propose d'ouvrir un nouveau ou d'utiliser l'existant. Vous avez arrivé à cet endroit-là. L'autre option, comme l'a montré tout à l'heure Horacio, vous prenez un repository GitHub, n'importe lequel, vous allez au début de l'URL et vous rajoutez tout simplement https gitpod.io dièse. Là, vous pouvez le faire sur n'importe quel navigateur ou n'importe quel truc, gitpod.io dièse. Et derrière l'URL de votre repo, et automatiquement, ça va venir le brancher et ouvrir encore un workspace ou un existant, etc. etc. Comme l'a montré tout à l'heure aussi, c'est la possibilité dans votre README ou sur un fichier à la base de votre repository de mettre un lien, de mettre un petit bouton en fait pour pointer aussi, pour le générer automatiquement. Donc là, c'est ce qu'on va retrouver ici, Open in Gitpod. Donc ça, c'est un bed code, c'est un lien qui va juste faire un URL avec gitpod.io devant. Et la dernière option, c'est aussi, moi je trouve la plus sympa, c'est d'installer un plugin. Donc plugin, il est disponible pour Chrome, pour Firefox. Et là, Browser Extension, Chrome Firefox. Et là, quand vous ouvrez naturellement un des repos, il va proposer, c'est ce qui se passe ici, le petit bouton Gitpod à ce niveau-là. Et le petit truc rigolo, si on va aussi sur GitLab, pouf, 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 pouf.
On peut le retrouver ici. On parlait tout à l'heure de GitLab et ce qu'il proposait, c'était le Web IDE. Et là, en ayant intégré le plugin, en fait, il nous propose aussi d'ouvrir ce repository-là via Gitpod directement. Et là, bon, là c'est un autre projet, mais bon. Donc voilà, plein de méthodes déjà pour démarrer. Si vous avez demain un repo à démarrer, vous avez toutes ces méthodes-là pour y aller. Le workspace, globalement, on l'a vu tout à l'heure, le workspace, c'est quoi? Le workspace, c'est un conteneur Docker. Donc, l'avantage, c'est qu'on va vous livrer une image de base et là, sur cette image de base-là, vous allez pouvoir y ajouter tous les outils nécessaires que vous aurez besoin pour vous, pour votre développement. Ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, un projet, vous allez pouvoir vraiment, plutôt que d'avoir une machine de dev avec tous les outils nécessaires à tous vos projets, là, par projet, vous allez pouvoir mettre vraiment les versions spécifiques et les outils spécifiques nécessaires à votre projet. Et c'est d'autant plus sympa, c'est que quand quelqu'un s'y connecte, il aura déjà à disposition l'ensemble des outils nécessaires. Donc finalement, un Dockerfile, comment ça se présente? Hop, on va zoomer un petit peu. Ça, c'est un Dockerfile qu'on a mis à la racine de notre projet Public Cloud exemple. Donc, je vois que vous le trouvez. Donc, on a intégré le Gitpod, finalement, la possibilité d'utiliser Gitpod sur notre repo d'exemple. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve en fait sur la première ligne? En fait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Docker. En fait, on appelle une image de référence sur laquelle on va construire, qui elle-même aura utilisé Docker pour se construire, etc., etc. Donc, en fait, Gitpod met à disposition des images déjà toutes faites. On a vu, l'image de base, elle est déjà assez complète. Elle permet de faire l'intégralité pratiquement du développement web. Là-dessus, comme moi, j'ai plutôt une stack infra. Donc, moi, j'ai rajouté toute la partie, tous les outils que j'aime bien. Il y a JQ, il y a Python, avec surtout pour installer l'OpenStack. Il y a un client MySQL. J'ai rajouté mon client Terraform. J'ai ajouté Ansible. J'ai ajouté un petit kubectl, un petit linter précommit et un linter spécifique Terraform. Pour ce projet-là, c'est globalement tout ce dont j'ai besoin. Après, libre à vous d'ajouter éventuellement tout ce que vous voulez. Ce qui fait que ce que vous avez vu, le temps de construire tout ça, c'est le temps que j'ai cliqué tout à l'heure pour démarrer à partir du moment où j'ai lancé l'URL. Les images disponibles. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, parce que moi, j'utilise l'image de base, mais si vous voulez, je crois qu'il y a des amateurs de Rust dans la salle. J'en ai vu. Oui, je t'ai vu. Voilà, on pourrait mettre le workspace Rust. Il y a Python, Java, Ruby. Enfin, il y a énormément de. Il y a Go. Voilà, ça peut être adapté. Il y a la full. Cette fois, c'est la plus fat, en fait, celle qui englobe énormément de choses. Donc, en termes d'accessibilité, d'ouverture, c'est déjà très, très riche. Et l'avantage, c'est que ça utilise en plus des technos qui sont déjà connus, évangélisés, vastes. Donc, en fait, il y a juste, c'est du Lego. Une fois que vous avez votre Dockerfile, c'est pas magique. Là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, j'ai démarré, puis comment ça se fait qu'à partir de mon navigateur, j'ai pu aller me connecter à mon environnement. Parce que là, si vous ouvrez le même repo, vous n'allez pas déployer dans mon environnement. Je suis sympa, hein, mais je ne vais pas aller jusque-là. En fait, on a la possibilité, je ne sais pas si vous avez un petit peu l'équivalent sur GitHub, une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir, votre environnement. Vous allez pouvoir déclarer sur votre compte un lot de variables. Les variables, en fait, ça peut être des contenus de fichiers encodés en base 64, c'est ce que je fais très souvent, ou juste des variables type clé valeur. Pour les définir, en fait, vous pouvez aller sur votre tableau de bord. Une fois que vous êtes authentifié, vous avez un tableau de bord Gitpod. Et vous avez les user settings. Et dans les user settings, on a plein de petites choses. On y reviendra un petit peu tout à l'heure, dont les variables. Et là, en fait, comment ça se passe? Éditer une variable. Je vais déclarer une variable, je vais lui donner un nom, je vais lui donner une valeur et je vais lui préciser le scope. Je pourrais lui dire, soit c'est dans tous les projets que je vais ouvrir, soit c'est dans cette arborescence, ou alors c'est ce projet spécifique. On a trois niveaux de granularité. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que quand j'ouvre je vais prendre ça par exemple, quand j'ouvre n'importe quel environnement, pas celui-là évidemment, là par exemple, là j'ai un fichier kubeconfig encodé en base 64, je devrais normalement retrouver cette variable-là chargée en même temps que mon environnement. Tadam! Évidemment, là, ça ne veut rien dire. Après, il faudrait vraiment la décoder pour voir le contenu. Base 64-D, si, c'est ça.
Ouais, si, c'est du vrai, voilà, du vrai fichier. L'avantage, c'est quoi? C'est que cette variable-là, finalement, si je veux, là, par exemple, c'est un fichier c'est un fichier de configuration Kubernetes. Je pourrais le décoder en base 64 et créer mon fichier, par exemple, le rediriger et créer mon fichier kubeconfig. Ce fait qu'au démarrage, là, je pourrais avoir potentiellement, comme on a vu tout à l'heure, un fichier kubeconfig que je peux utiliser. Alors là, je suis sûr que le fichier, il ne marchera plus et qu'il pointe vers rien, mais dans le côté, si je fais un export kubeconfig égale ce fichier-là, je fais un kubectl et mes commandes qui vont derrière, je pourrais manipuler directement un environnement que j'aurais préparé. Donc ça, c'est un avantage qui n'est pas des moindres, mais qui, comme ça, va ajouter un peu des opérations manuelles. Il faut savoir quelles sont ces variables, dans quel environnement, tout ça. Moi, je suis hyper feignant. Alors non, les variables sont rattachées à ton compte. Voilà. Donc en fait, si tu veux les partager, il faut vraiment que chaque utilisateur aille définir les variables identiques. Ouais. C'est ça. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Il n'y a pas, à ma connaissance, pour l'instant, il y a des gestions d'équipe côté GitPod, mais c'est des gestions d'équipe qui vont être plutôt orientées facturation, pour dire voilà, il y a un compte de facturation et puis on aura des droits qui vont être répartis sur plusieurs membres de l'équipe, mais il n'y a pas de gestion en fait commune de variables. Là, j'avais un exemple aussi tout bête. C'est un excellent repository Rack le Poulpe, allez jeter un œil des fois. Il y a des choses assez sympas. Juste pour l'exemple, en fait, ce que j'avais fait, j'avais créé des certificats. Certificats, donc juste pour mes connexions SSL, pour authentifier moi ma connexion avec un moteur Kafka. Et finalement, hop, on crée la variable. Tac, on revoit le processus. Choup, choup, choup. Et après, l'avantage, c'est que on va pouvoir la réutiliser directement dans ces projets. Comme je suis un hyper feignant, j'aime pas, moi, en fait, ça, c'est des manifs. Je joue mon environnement, j'ai pas envie de me retaper tout à chaque fois. Pour ça, Gitpod, en fait, nous offre un autre fichier, cette fois, gitpod.yaml. Vous avez vu que le fichier précédent, c'était .gitpod dockerfile. Et ce gitpod.yaml, en fait, ça va être vraiment, alors c'est du YAML, ça va être un format qui va vraiment adresser des composants spécifiques Gitpod, avec potentiellement des syntaxes qui vont lui être propres. Donc là, on revient un petit peu sur un truc, c'est un lien qui ne sert à rien. Hop là. Exemple de Twifka, tagadagadac. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans? Dans ce fichier-là, finalement, il va être nécessaire si vous voulez utiliser Gitpod sur votre environnement parce que déjà, la première instruction que vous allez mettre, c'est le nom de l'image, enfin le nom du fichier qui va faire référence avec Dockerfile. Donc finalement, c'est le fichier que vous avez mis .gitpod dockerfile. Donc là, à partir de là, il va charger déjà, step by step, toutes les instructions que vous avez mis dans ce fichier-là. Ensuite, sous forme de tâches, ça ressemble un petit peu à de l'Ansible, mais sans... voilà. Globalement, vous avez des tâches. Et moi, ce que j'ai fait là-dedans, je l'utilise, ce fichier-là, exclusivement pour manipuler mes variables et créer des fichiers d'environnement et pour manipuler mon environnement. Alors là, c'est un petit peu sur le modèle de ce qu'a fait Horacio tout à l'heure. C'est un tuto où on fait step by step, ce qui fait que, alors j'aurais pu faire des boucles, hein, mais j'étais hyper feignant. Mais en fait, globalement, ce que je fais, je crée des répertoires SSL pour préparer en fait des connexions entre un client Kafka et une base de données. Donc globalement, ici, je lui dis de me créer des répertoires. Donc initial, hop, j'enchaîne ici tout plein de créations de répertoires. À la fin, j'ai une petite instruction que je rajoute qui s'appelle GP, comme Gitpod, 5 done dir exist. En fait, à ce moment-là, ça c'est un petit truc qui est rigolo, comme c'est du séquentiel, donc ça va être de l'asynchrone. Si vous ne faites pas ça, toutes les instructions vont partir en même temps et ça va arriver, vous allez vouloir créer des fichiers dans des répertoires qui n'existent pas. Donc on aime bien un petit peu ordonnancer tout ce petit bazar. Donc moi j'aime bien. En fait, on a une petite instruction. Alors, tous les fichiers ne sont pas aussi complexes, mais j'ai dit 5 done dir exist. J'attends qu'une fois que tout c'est fait là, je crée un tag qui s'appelle dir exist. Et voilà, il sera positionné. Et après, je fais plus tard, si je veux créer mes certificats, j'attends gp 5 await. Donc, le 5 await va avec le 5 done. Et j'attends que mes fichiers existent avant d'exécuter ces instructions. Donc ça, c'est un petit truc. Et puis après, les commandes, c'est du shell, en fait, du shell classique. Ça permet globalement, alors celui-là est très complexe, hein, je le montre exprès, j'ai fait vraiment des trucs beaucoup plus simples, mais là, il a l'avantage en fait de montrer plein de cas d'usage. À partir de là, je récupère en fait Kafka My User Certificate, donc ça, c'est la variable que j'avais été définir pour moi.
je la décode en base 64 et je la un fichier qui s'appelle myuser.cert, etc., etc., etc. Ce qui fait que en enchaînant toutes ces commandes, donc là, on a du Kafka 4, on a du Kafka. Ah oui, ça, c'est un petit projet en fait qui manipule l'API Twitter, enfin qui manipulait. Il s'est passé des trucs. Du coup, j'avais mes tokens, mes tokens d'autante, boum, je les ai mis là-dedans et je fais tous mes petits fichiers. Donc, en fait, j'ai réfléchi une fois et après, ça part tout seul. Ça, j'aime bien aussi cet aspect-là. Et donc là, j'ai aussi rajouté mes clés d'API OVH là-dedans aussi, donc tout plein de trucs, tout plein de bazar, etc., etc. Aussi, il y a des petits trucs assez sympas. Si vous voulez une petite subtilité, quand vous utilisez cet environnement-là, il y a une chose que vous ne maîtrisez pas, c'est l'adresse IP qui va être utilisée pour accéder à des composants. Si vous avez des règles de sécurité, des règles de filtrage, là, il faut considérer que vous êtes quelque part sur Internet et que à chaque création de workspace, vous allez avoir une adresse IP qui va vous être attribuée, vous ne maîtrisez rien. Donc potentiellement, comme nous, pour utiliser nos composants de base de données, on a besoin de whitelister quand même par accès par base de données. Si c'est du public, globalement, ici, j'ai rajouté un petit curl ifconfig.me pour me déclarer une variable qui sera après poussée, positionnée en tant que variable globale, qui sera après utilisée par Terraform pour aller utiliser, pour autoriser cet environnement-là à adresser ma base de données, etc., etc. Donc là, c'est un fichier. Je l'ai montré celui-là parce qu'il est. Je me suis bien pris la tête à l'époque. Et parce que ça englobait pas mal de choses, mais globalement, on peut faire des choses vraiment plus simples. Si on regarde un Git pod, hop, dans notre public cloud exemple, si on reprend celui-là, si on regarde ce fichier-là, on respire un peu plus. Voilà. En fait, toutes ces variables qui étaient définies avant, en fait, j'ai fait un gros fichier de config, voilà, un OVHRC, voilà, où j'ai mis toutes mes variables là-dedans. J'ai encodé ça en base 64 et je crée mon fichier et boum, je le rajoute ici dans mon home bashrc. Donc, ce qui fait que quand je démarre mon environnement, en fait, mes variables sont setées et du coup, elles sont directement disponibles dès que j'ai un shell qui s'ouvre, parce que c'est un bash qui est ouvert par défaut. Du coup, moi, ça me permet, alors c'est vrai que si on regarde un petit peu ce fichier-là, le fichier OVHRC, globalement, après, peu importe votre environnement, vous pouvez mettre vos clés d'API, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je ne vais pas vous montrer celui-là parce que c'est enregistré et qu'il pourrait y avoir des informations, parce que je vous aime bien, mais je n'ai pas envie que vous massacriez mon compte. Donc voilà, l'intérêt de ce fichier-là, manipuler les variables et créer, générer tout ce qui est personnalisable pour votre environnement. Donc d'un côté les outils, de l'autre la customisation, et vous avez quelque chose qui est, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui est prêt à l'emploi. On a encore un petit peu de temps. Il y a des fonctionnalités qui sont vachement sympas, vu qu'on est énormément connecté à un environnement Git. Alors là, je m'adresse à tous les développeurs. Moi, c'est moins ma cam, parce que moi, j'y suis venu après. Moi, j'étais très bash et très bash. Et j'ai fait un peu de bash avant. Moi, voilà, tout ce qui est Git, j'y suis venu vraiment, vraiment, vraiment après. Mais quand même, j'ai trouvé ce petit truc assez confortable. Vous prenez n'importe quel repository, vous l'ouvrez dans le Gitpod, blablabla, 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 etc. On va regarder le même workspace. Et quelqu'un arrive et dit hop, je vais faire une modif. Pas pour dire que voilà, une amélioration substantielle de ton truc. Il y a plein de choses qui sont assez sympas. Si on regarde un petit peu le menu de gauche, là, il y a plein de trucs assez cool. Ici, on est dans la vue fichier. Ce qui fait que là, on a l'arborescence et finalement, tout ce que vous retrouvez sur votre repo Git, un petit peu tel que c'est organisé, il n'y a pas de surprise. Ici, vous avez votre source repository control. Finalement, c'est là qu'il vous dit, d'ailleurs, une petite annotation pour dire il y a un changement. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Effectivement, il y a un kubeconfig qui est arrivé. Il me dit tiens, il y a un nouveau fichier. Donc là, on commence à voir déjà, alors pour ceux qui connaissent VS Code, ce n'est pas une grosse surprise, mais globalement, là, vous avez tout intégré. Et là, vous allez avoir pouvoir directement, il vous propose qu'est-ce qui se passe, il y a du diff. Voilà, finalement, c'est un nouveau fichier. Et potentiellement, si je reviens dans mes fichiers, si je fais une modif quelque part, autre, admettons dans le README. Le README, c'est ce qui engage le moins de catastrophes en général. C'est pas dit. Ça engage des catastrophes pour les autres. Hop.
Tac. Là, public cloud exemple. Hop, hop, je fais un démo ici. Je rajoute un texte tout moche. Paf. Tac. Ici, il me dit, il y a quelque chose. Voilà, donc là, il m'a bien trouvé le truc. Ce que je dis là, ça va pas marcher parce que je suis propriétaire des trucs. Mais en gros, là, je vais hop, add démo. Donc là, je fais mon petit commit. Donc là, je peux faire directement mon petit commit. Et c'est pas cool parce que j'aurais dû faire une branche en fait. Ouais, je vais faire une branche. Je vous dis que je suis pas à l'aise avec ce truc. Moi, je préfère le bash. Et je crois que le fichier de config est sorti avec. Ouais, il va partir avec, ouais. Pas grave. Je ferai le ménage après. Je demanderai à un collègue qui connaît de faire le ménage. Donc là, je pourrais publier ma branche. Paf. Et là, qu'est-ce qu'il me propose? Ça, par contre, ça, c'est assez chouette. Là, il me propose de créer directement la pull request. Alors ça, c'est sympa. Donc là, de remote, de telle branche démo vers ma main. Et ça, c'est chouette. En fait, vous pouvez prendre n'importe quel projet. Vous pouvez mettre à disposition un projet. Vous mettez à disposition les outils qui vont avec pour le déployer, pour le tester. Et vous aussi, vous offrez en même temps à une communauté la possibilité d'aller faire directement des pull requests très rapidement, sans avoir à installer quoi que ce soit. D'un point de vue communautaire, c'est vraiment… moi, je trouve ça chouette. D'ailleurs, j'écris chouette. Hop, create. Et là, ma pull request, elle va partir. Et puis, je vais avoir donc sur le repo officiel d'OVH un truc à nettoyer. Il utilise le token. Il utilise quel token? Celui qui a créé l'environnement GitPod? Celui avec lequel tu t'es authentifié et tu as fait ton Git, ton Git pull en fait. Ok. Ouais. Donc si on crée un workshop pour les autres, ouais. Ça va être le token. Alors en fait, si tu fais un workshop pour les autres, en fait, les autres, ils vont venir se connecter, ils auront chacun leur authentification, chacun leur token. C'est comme si en fait, ils ouvraient ton GitHub ou ton GitLab ou Bitbucket en fait, et ils se connectaient dessus avec leur identifiant. Ils auraient les mêmes droits. C'est exactement le même principe, sauf que là, tu donnes l'opportunité d'avoir plus d'outils. Voilà, ça, il y a plein de choses encore qu'on peut faire via ces outils-là. Donc, en gros, ça, globalement, c'est tout ce qu'on va retrouver dans le Git, dans le VS Code. Donc, ça, voilà. Dernier petit truc, moi, j'ai trouvé super cool en tant qu'utilisateur. C'est la gestion des services. On a vu tout à l'heure, Horatio, en fait, il a démarré un service et hop, c'était disponible dans un navigateur web. Alors ça, comment ça marche? Non, ça, c'est la fin. Hop. Non, mais ça, c'est l'andouille en fait qui fait des slides et qui met des liens. Puis en fait, quand tu cliques, ça passe à la slide suivante. Voilà. Un petit truc assez sympa qu'on va retrouver. Hop, on va reprendre le terminal. Là, pour l'instant, on est sur du fichier. Vous avez aussi l'opportunité, comme dans un conteneur, en fait, de démarrer des services. Et sachant que là, tous vos services, quel que soit le port, vous pouvez démarrer un service sur un port, un autre sur un, etc., etc. Alors, pour ceux qui auraient des contraintes de sortir du réseau, etc., vous accédez uniquement par le port 80 ou 443 ici. Ça, c'est figé. Donc, comment, si je démarre un service, par exemple, web, donc là, c'est un petit Docker run. Voilà, je prends l'Apache, boum, je le démarre sur un port, je crois que c'est 80-80. Hop, je démarre ce service-là. Là, il me dit service available on port 80-80. Je dis génial. Comment j'y accède ici? Est-ce que je rajoute 2.80-80? Non. Ça, on l'a vu tout à l'heure, en fait. Ce qu'il nous propose dans le browser, il nous prend l'URL qu'on a donné et il rajoute 80-80- et après l'URL qu'on avait en fait de notre workspace. Et on retrouve ici, globalement, c'est ça. En fait, il fait son remappage. En fait, c'est une espèce de service mesh qui doit être en entrée, qui fait son remappage sur la requête et qui redirige après un point d'entrée 443 et ça va vers un service qui est exposé en port 80-80. Tout simplement. Si vous avez un doute, il y a une petite commande en fait, ce qui est assez sympa. Là, vous avez là, ce que vous avez vu tout à l'heure dans le point Gitpod YAML, les GP wait 5 await et les GP 5 done. En fait, GP, c'est une commande qu'on retrouve
et qui est disponible en fait. À partir de là, vous avez tout ce qui est, vous avez plein de possibilités de manipuler votre environnement Gitpod à partir de là. Et il y en a une qui est sympa, c'est Gitpod URL, print the URL of this workspace. Donc là, si je fais hop, GP URL, hop, là on retrouve l'URL de cet environnement-là disponible. Ce qui fait que ça, vous prenez cet environnement-là et vous pouvez déjà le partager. Ça, c'est chouette. Et si vous pouvez, GP URL, après, si vous voulez mettre un port, vous rajoutez le nom du port et il va automatiquement vous proposer l'URL qui va bien avec, en fait. Donc, GP URL et le nom du port et vous avez automatiquement l'URL qui est faite, qui va être en correspondance avec vos services. Ça, c'est une façon manuelle de le faire. Sinon, plus simple, vous cliquez tout en bas, vous avez ici le petit onglet port. Et là, vous avez une synthèse, en fait, finalement, dans votre workspace de tous les services qui sont démarrés, qu'ils soient web, peu importe, ou quoi qu'est-ce. Hop, si c'est là. Open en private. Et ici, vous avez aussi la possibilité de l'ouvrir, l'ouvrir dans le navigateur. Il fait exactement la même chose. Je trouvais ça assez sympa parce qu'en fait, vous êtes en train de développer, vous testez quelque chose, vous démarrez rapidement votre service et si vous voulez le présenter à quelqu'un, envoyez le lien, dites qu'est-ce que tu penses de ça et voilà, si vous voulez faire valider quelque chose, vous envoyez le lien, vous le rendez public et paf, la personne peut voir directement un lien via le navigateur de n'importe où sur votre projet. Je trouvais ça assez pratique et intéressant pour le souligner. Donc, je vous invite vraiment à consulter la documentation et à voir tout ce qui est possible parce qu'il y a encore plein de choses qui évoluent. Jean-Philippe, tu me parlais là, des fonctionnalités que tu avais vues bientôt là, au sujet du Mac et des choses qui arrivaient. Enfin bon, globalement, ça avance. C'est une communauté hyper active et c'est super intéressant. Donc, n'oubliez pas, RTFM ici. Donc voilà, je suis toujours Olivier Bautier, je n'ai pas changé. J'aime toujours l'infra, j'aime toujours le code. Et grâce à Gitpod, j'ai plus vraiment besoin d'aimer avoir les droits routes sur ma machine. Merci à vous. Là, un mot de la fin peut-être ? Oui. Deux mots de la fin ? Hop. Mot de la fin numéro 1. Merci beaucoup d'avoir venu. Et on aura le temps de questions. Je ne vais pas les laisser s'échapper, ils restent par là. Mot de la fin numéro 2. Il y a les pizzas qui arrivent dans 5 minutes, donc on va meubler jusqu'à là parce qu'on n'a pas envie que vous nous laissez avec une tour de pizza sans manger, autant que vous attendiez tranquillement. Prochaine séance le 25 avril au CECI. Et on est en train de planifier la séance du mois de mai, donc effectivement, on revient à notre vitesse de croisière normale, donc j'espère vous voir par là. Merci encore à Senica de nous avoir accueillis, ça ne sera pas la dernière fois. Merci à Gitpod de nous avoir fourni une pizza et dans les petits cadeaux qui sera tiré au sort parmi ceux qui ont posté des photos. Et merci à Olivier. Gitpod Brest. Si vous ne l'avez pas fait, repostez votre tweet avec l'hashtag Gitpod Brest, ça serait plus simple. Et merci encore à toi d'avoir joué le jeu. Et maintenant, je laisse Olivier répondre à des questions meublées en attendant que les pizzas arrivent. Donc, si vous avez des questions, oui. Oui, donc le propos des services, est-ce qu'il y a la possibilité de déclarer quelque part dans le projet pour qu'il puisse démarrer tout seul, par exemple, un service de base de données, un service Redis ou un TMQ qui permettrait d'avoir un environnement plus opérationnel? Tu veux dire qu'en fait, si ta base de données était elle-même à démarrer dans ton projet ? Oui. Par exemple, j'ai un projet qui a besoin d'un message avec un TMQ, qui a besoin de données. Ça, on peut les déclarer de manière statique. Ouais. Et est-ce que tu vas gérer l'état de cette base de données, par exemple, d'un démarrage à l'autre? Parce que si c'est cette pièce, soit tu fais un script qui va initialiser tout ça, soit il y a un moyen de faire. Voilà. Il faut que je répète la question. Ouais, alors, la question. Non, mais globalement, en fait, tes bases de données, soit tu les embarques dans ton projet. Alors oui, la question, c'est ça va. En gros, est-ce que tes bases de données, en fait, il faut comment tu gères l'état de tes bases de données, en gros, dans les projets comme ça, pour faire simple. Globalement, ta base de données, si tu la gères comme ça, c'est-à-dire que tu vas la démarrer ou voire même la créer en même temps que ton projet. Donc, il y a pas, la question ne se pose pas, tu vas démarrer ta base de données, tu peux,
avec toutes tes commandes, faire un create table, create database, create table, tout ce que tu veux, traiter, et à la fin, tu supprimes tout. C'est du volatile, c'est du jetable. Donc, si tu veux une base de données, tu veux garder tes données, en fait, il faut que ton référentiel il soit ailleurs et que tu le gères dans un environnement de dev ou de bac à sable. Donc, dans ce cas-là, crée une variable avec les identifiants et l'URL de ta base de données que tu charges, que tu dois en même temps ton environnement et que tu donnes à manger en fait à ton API ou à ton appli en fait pour y accéder. C'est soit tu l'embarques et dans ce cas-là, tu dis tu l'as créé, tu l'as détruit, soit tu veux garder tes données et dans ce cas-là, tu la références et après, comme n'importe quelle base de données, quoi, en fait. Mais tout est faisable. Hein, tout est faisable. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question. Ouais. Ah si, tu peux. Tu peux complètement. Sauf si après, à la fin de ton truc, tu lui fais ton petit script de backup et de recopie pour aller stocker toi tes travaux ailleurs, en fait une synchro, enfin tu te rajoutes comme tu le ferais, en fait j'ai envie de dire comme tu le ferais avec ton environnement de dev. C'est intéressant, la partie cloud et tout, ça apporte effectivement une value. Mais en fait, il y a une extension qui s'appelle Dev Containers, qui fait déjà quelque chose d'assez équivalent, intégré à Desktop, en fait, où on va définir son environnement dev, on va définir son image Docker de base, utiliser aussi entièrement de la même manière, et on va pouvoir même définir un Docker Compose avec tous les services qu'on va avoir. Ouais. Les services qu'on va avoir, du coup, de démarrer en local, nous va se donner notre data, et on peut forcément lui donner un volume persistant. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, d'un démarrage à l'autre, tac, j'ai ma donnée, j'ai pas de backup à faire. Voilà, mais en fait, ça correspond à un besoin et si c'est ton besoin, c'est vraiment celui qu'il faut utiliser. La différence, c'est que là, par rapport à configuration équivalente entre ta solution qui va être donc dev container ou un Gitpod, c'est la mise à disposition à autrui, en fait. C'est juste, c'est la notion de partage. Qui pourra utiliser toi ton environnement, comment tu donnes les accès, comment tu partages toi ton truc. Et de devoir installer aussi d'autres. Tu peux relier ton environnement avec des choses qui sont extérieures qui existent déjà, un S3, n'importe quoi. Ah oui. Les Kubernetes que je t'ai fait. Oui, complètement. Les Kubernetes que je t'ai fait comme exemple tout à l'heure. En fait, normalement, c'est la même philosophie que Docker. Il est fait pour des stateless. Dès que tu commences à avoir des états, tu commences à penser volume externe. Non. Si c'est pour des stateless, c'est génial. Et pour la partie stateful, idéalement, tu utilises des services externes. C'est exactement la même. Faut que tu aies la même réflexion que ton environnement de en fait. La seule différence, c'est que là, il est embarqué et partageable, en fait. Voilà, globalement, c'est ça. Mais quand même un petit peu sécurisé. Du coup, la durée de vie de ce que tu as lancé là. Ouais. C'est la durée de vie. Oui, alors, en fait, quand je lance mon workspace, il va avoir une durée de vie en fonction du plan. C'est vrai que je n'ai pas parlé un petit peu du plan. Je crois que tu dois avoir 1 heure ou 2 de base, en fait, et au bout d'un moment, pouf, ça se met en freeze. Pendant que tu travailles, ça va continuer à être. Voilà. Tu vas te prendre un café, tu restes une demi-heure, ça tient. Tu restes des heures dans ton café, il sera freeze, en fait. Voilà, et après, ça va le redémarrer dans l'état où tu étais, avec ton shell et tout ça. Tout te ressemble avec la réalité. C'est que c'est pas fait non plus pour démarrer des services de prod ou quoi que ce soit. En fait, ça va pas tourner en background. C'est vraiment pour développer. Non, mais de toute façon, tu peux faire des commits sur une branche. Tu vas prendre ton café long ou ton repas, tu fais un commit, tu reviens, tu redémarres depuis ce commit-là. L'idée, c'est juste que ça soit déjetable et que tu démarres toujours dans Git. Donc, ça te va dans le sens, tu commits sur ta branche, tu démarres de ton commit. Et question qui va avec, du coup, tu peux partager ton workspace avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est en gros, tant qu'il y a un utilisateur connecté. Ouais, c'est ça, ouais. Et, ouais. Oui. Du coup, toi, comment tu fais avec le TF State, par exemple? Alors, comment je fais avec le TF State? Une infra, si tu perds le TF State, tu perds la main sur l'infra. Ouais. Soit tu as plein de ressources déployées sur ta OVH et TF State. Alors, si j'avais un TF State vraiment à... Alors, je ne le fais pas aujourd'hui parce que moi, je ne gère pas de l'infra pérenne. Pour gérer de l'infra pérenne, en fait, tu branches ton TF State sur un S3, sur un conteneur, que tu authentifies par une variable ou quoi que ce soit, ce qui fait que ton plan, toi, est sauvegardé. Ce qui fait que d'un environnement, d'un workspace que tu montes volatile, tu retrouves ton TF State à chaque fois. Ou tu commits sur un dépôt Git. Oui, aussi. Voilà. Et donc, non, mais derrière l'idée, c'est des éphémères. Et derrière, juste pour avoir son retour d'expérience, parce que effectivement, le TF State, c'est un. Bah oui, oui. Tu l'as montré. Ouais.
Ah oui, moi, c'est vrai que moi, je m'embête pas. En général, moi, tout dégage, je monte et je démonte. Et, En général, les backups sur S3, c'est ce que nous on trouve comme la solution la plus simple. Quoique je connais des gens qui les font comme état. Alors, système D, ouais, il y est, ouais. Tu peux faire tes services. Par défaut, en fait, je crois que derrière l'image, tu auras une Debian. Oui. Ouais.